Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini, tous les matins, 10h, 11h52. Nous vous le disions en ouverture, l'actualité continue à faire grand bruit au niveau du Cameroun. C'est cet échec massif au baccalauréat 2024. L'on parle de 37% de taux de réussite. Échec record. C'est l'échec le plus élevé ces 25 dernières années à cet examen baccalauréat. Ce matin, la question est celle de savoir à qui la faute et quelles peuvent être les responsabilités à établir lorsque nous sommes face à une telle situation dans un pays qui s'appelle Cameroun. Professeur Noubissi, votre regard de manière générale sur l'échec au baccalauréat de cette année au Cameroun. Merci bien, monsieur Parfait. Je vais dire, en tant qu'enseignant, notre objectif premier, c'est de capitaliser le succès de nos élèves et de nos étudiants. C'est-à-dire que nous ne rêvons jamais qu'un de nos élèves, qu'un de nos apprenants échoue. Bon, l'échec déjà est comme une pilule amère à avaler. J'ai reçu avec cette amertume-là l'échec à l'examen du baccalauréat. Maintenant, quelles sont les responsabilités? Je vais dire d'entrée de jeu que les responsabilités sont partagées. Je vais commencer par les enseignants. Je vais venir après au niveau des enseignants et je vais prendre la société de manière générale. En commençant par les enseignants, quand il y a un taux de réussite aussi bas, la première question qu'on devrait se poser, c'est de savoir est-ce que les enseignants ont vraiment été à la hauteur de la charge qui est la leur. C'est-à-dire que est-ce qu'ils ont suffisamment intégré le programme? Est-ce qu'ils ont eu la capacité pédagogique à faire passer l'enseignement? Est-ce qu'ils ont évalué? Parce que normalement, il faudra le dire, nous nous inscrivons dans une sphère qui est la nôtre, c'est-à-dire notre activité pédagogique consiste beaucoup plus, comme le disait Boudjé et Passeron, d'aller vers les mondes entiers. Et c'est à ça que servent les différentes évaluations au niveau des lycées, ils en ont 6. Alors, après chaque évaluation, l'enseignant devrait déjà savoir quelle est la catégorie des élèves qui ne comprennent pas le cours. Et son objectif serait d'aller vers ces élèves-là pour voir comment rehausser leur niveau. Et à ce niveau-là, il aura atteint son objectif pédagogique qui est d'aller vers les mondes entiers et de rehausser leur niveau afin qu'ils équivalent ceux qui sont plus avancés. Alors bon, pour dire que cet échec interpelle d'abord les enseignants après. Maintenant, également encore les enseignants. Est-ce que les épreuves qui ont été proposées sont au niveau de l'élève moyen? Parce qu'il va falloir le dire que l'enseignement et l'évaluation n'est pas un champ, n'est pas un ring de boxe. On ne va pas on ramène son niveau de connaissance. On le ramène au niveau de l'élève et l'élève qui devient le levier à partir duquel... Il faut dire qu'un examen, ce n'est pas pour piéger les élèves. C'est pourquoi je parle, c'est pas un ring de boxe. Ça dit quoi? Ça dit, il faut ramener l'épreuve au niveau de l'élève moyen. C'est à partir de l'élève moyen qu'on va essayer de savoir si l'épreuve a respecté les canons qui lui sont alloués. C'est-à-dire de ne pas perturber, de ne pas piéger et de ne pas remettre l'élève en difficulté. Parce que nous évaluons, on dit évalue, on évalue à partir des enseignements qui ont été dispensés. Alors, et dans l'évaluation, l'enseignant s'évalue également. Ça, on dit que, est-ce que les épreuves ont été à la hauteur de l'élève moyen? Est-ce que les épreuves n'ont pas été au niveau de l'élève le plus avancé, c'est-à-dire que le plus nanti intellectuellement. Et troisième chose également, toujours au niveau de l'enseignant, est-ce que les enseignants ont respecté la nouvelle approche pédagogique qui consiste à valoriser l'APC, c'est-à-dire l'approche par compétence? Est-ce que c'est cette approche-là qui n'a pas été suffisamment appréhendée par les enseignants et la difficulté est observable? Maintenant, deuxième partenaire, ce sont les apprenants eux-mêmes. Est-ce que quand vous essayez de voir les comportements de nos élèves aujourd'hui et de nos étudiants, est-ce que ces résultats ne reflètent pas ce que eux-mêmes ont cherché? Parce que quand nous étions à l'école primaire, on aimait prendre le jour de la remise des bulletins comme le jour de la récolte. Et les maîtres avaient tendance à dire, chacun ne va récolter que ce qu'il
à s'aimer. Bon, l'enseignement, l'école devient comme un champ. Quand vous avez sémé, il faut aller entretenir le champ. Alors, est-ce que nos élèves aujourd'hui, est-ce qu'ils ont encore la motivation que nous avions il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années? Est-ce que quand on les regarde, est-ce qu'ils entrent même dans le bain de ceux qui font les examens? Est-ce qu'ils savent que à l'époque, nous bûchions au point de devenir même fous? C'est-à-dire qu'à la fin d'un bûching, tu te faisais ce qu'on appelle le test de folie pour voir si tu n'es pas fou. C'est-à-dire, après être passé à côté d'une poubelle, si tu ne t'arrêtes pas pour ramasser un truc dans la poubelle, là, tu te rends compte que tu es courant. Est-ce qu'on a encore... Que tu as encore toutes tes capacités mentales. Que tu as encore toutes tes capacités mentales. Est-ce qu'on a ces élèves-là qui travaillent dur, qui travaillent vraiment dur? Est-ce qu'ils ne se sont pas heurtés à leurs propres difficultés? Est-ce que les élèves aujourd'hui n'ont pas d'autre privilège que l'école? Est-ce que les élèves aujourd'hui privilégient vraiment l'école? C'est-à-dire, est-ce que l'école passe avant toute autre chose? Ces élèves d'aujourd'hui, on les voit tous dans les charters. On voit ces élèves aujourd'hui dans le cure. On les voit aujourd'hui dans les substances psychoactives. On les voit également dans les partous. On les voit également ça. C'est ce renvoi qui nous amène à nous poser la question de savoir est-ce que ces élèves-là ont pris conscience de ce que c'est que l'école. L'école, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Parce que ce n'est pas n'importe qui est appelé à avoir un baccalauréat. C'est là où je vais saluer l'initiative du ministre de l'enseignement secondaire qui a posé un acte de bravoure. Parce qu'il faut saluer quand c'est bon. Moi, j'étais suffisamment meurtri de l'échec, mais enfin également soulagé que on puisse conscientiser nos élèves. Parce qu'il faut les conscientiser, qu'ils comprennent que l'école n'est pas chose facile. Lorsqu'on dit je fais l'école, il faut s'auto-motiver. Il faut créer sa motivation. Il faut se donner à fond jusqu'au point d'abandonner. Quand on vous conte l'histoire de Marie Curie, chaque fois qu'elle écrivait sa thèse, on la trouvait évanouie. Pourquoi? Parce que l'école, c'est pas facile. Moi-même, quand j'écrivais ma thèse doctorat, j'ai un doigt qui est tordu parce que il fallait prendre du début. Et mon petit frère, chaque fois qu'il sortait, revenait le soir me voir assis sur la même place. Et quand j'étais élève, nous partions dans les lycées chaque samedi et chaque mercredi pour apprendre nos leçons. Est-ce qu'on a encore ce qu'on appelle le quartier Lagnac? Est-ce qu'on sent cet Lagnac-là chez les apprenants? Maintenant, au niveau de la société, est-ce que les parents n'ont pas démissionné de leur fonction régalienne, qui est la fonction d'accompagner les élèves, les apprenants? Est-ce que les enfants sont suffisamment, sont la priorité? Est-ce que l'école des enfants est la priorité des parents? Est-ce que les parents n'ont pas symbolisé l'école sous le prisme de je paie ta pension, je te paye les cahiers, je te paye les fournitures, je te paye les livres et tu continues? Est-ce que les parents ont compris quel est leur propre rôle? Celui d'être là et de veiller. Est-ce que l'enfant va vraiment à l'école? Parce qu'il faut également le dire. Est-ce que quand l'enfant quitte à la maison le matin, qu'il va à l'école, est-ce qu'il va vraiment à l'école? Et prend les cahiers de l'enfant le soir, est-ce qu'il écrit? Est-ce qu'il prend même ses leçons? Et communiquer avec l'établissement pour savoir est-ce qu'on a le même profil, est-ce qu'on a la même attitude, est-ce qu'on a la même appréhension de l'enfant, est-ce que l'enfant s'est vraiment motivé. Bon, pour dire que cet échec, notre responsabilité en tant qu'enseignant est première, mais après, il y a celle des apprenants, il y a également celle de la société, et dans la société également, on va peut-être revenir sur le système d'enseignement. Le gouvernement? Là, je vais revenir peut-être sur le système d'enseignement. Est-ce que le gouvernement a joué sa part de rôle? C'est-à-dire que, est-ce que les enseignants sont mis à l'aise? Est-ce que les conditions de travail, est-ce que les conditions de travail sont améliorées? Est-ce qu'un enseignant qui va dans une salle de classe pour enseigner, est-ce que lorsqu'il entre, il n'entre pas avec ses problèmes du quartier parce qu'il n'a pas les moyens financiers pour résoudre ces problèmes? Est-ce qu'il enseigne avec cette vocation qu'ont eu ceux qui nous ont enseigné? Est-ce qu'aujourd'hui, le contexte ne fait pas que l'enseignant est déprimé? Professeur, vous pouvez poser cette question jusqu'à demain matin. Hein? Est-ce que l'enseignant n'est pas lui-même en situation de détresse? D'accord. Est-ce que cette détresse-là ne capitalise pas sa perte de motivation? Voilà un ensemble de questions qu'on se doit de se poser pour comprendre cet échec-là qui est là moyen au niveau national. Pour répondre à toutes ces questions, j'ai enregistré pratiquement une trentaine, hein, professeur. On peut écrire 5 thèses. Bon, alors, on passe la parole à Bernard. Bernard, moi je veux d'abord m'appesantir vraiment sur le cas des élèves. Et le professeur Novici a posé un point d'honneur à ce niveau. Ces élèves que nous avons véritablement aujourd'hui, est-ce que eux-mêmes ont encore la motivation lorsque nous regardons leur comportement, lorsque nous regardons véritablement leur nouveau, entre guillemets, jeu
Enfin, ici, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le professeur Noubissi. Je ne voudrais pas fuir votre question, mais moi, je voulais plutôt m'appesantir sur le gouvernement qui a échoué. Ah bon? C'est le gouvernement qui a échoué. Donc, chacun choisit son responsable. Le gouvernement a lamentablement échoué. Allez-y, Bernard Ona. Le gouvernement a échoué comment? Parce que, sans faire l'apologie de la médiocrité, je pense qu'un gouvernement normal qui tient compte de tout ce qui entoure la préparation, l'organisation des examens avec son bras séculier, l'office du bac, devrait communiquer, devrait prendre les élèves à témoin en début d'année. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que parfois ici, ce n'est pas à 2 semaines de l'examen qu'un ministre vous apprend qu'il n'y aura pas de délibération. C'est un anti-jeu grave. C'est même un manque de respect aux élèves et même aux enseignants. Ce n'est pas à 2 semaines de l'examen que le ministre des enseignements secondaires apprend aux acteurs de l'éducation qu'il n'y aura pas de délibération. C'est pour ça que j'ai commencé. Je disais que je ne fais pas l'apologie de la médiocrité. Mais tous les enfants, quand ils vont en terminale, ils sont allés en terminale avec quelle moyenne? Avec 7, 8, 9. Quand on délibérait l'année précédente. Ils sont donc en terminale. Ils commencent l'année scolaire en septembre. C'est là où il faut leur dire que si vous n'avez pas 10, c'est une motivation supplémentaire quand un élève apprend en septembre que en juillet, là, si tu n'as pas 10, tu ne passes pas le bac. C'est une motivation supplémentaire. Le ministre de l'Éducation secondaire n'a pas communiqué dessus, a pris une décision unilatérale, dangereuse. Vous voyez que depuis ce matin, j'utilise... Vous aimez trop le danger. Oui, hein? le danger est permanent. Le danger est permanent parce que voici donc un pays où des enfants échouent au bac. En fait, le taux de réussite est de 37,26%. Ce qui m'ennuie ici, c'est que la plupart de ceux qui nous dirigent, leurs enfants sont à l'étranger. Ah bon? Oui, la plupart de ceux qui nous dirigent, leurs enfants sont dans de prestigieuses écoles, de prestigieux collèges aux États-Unis, à Londres, à Paris et ailleurs. Et les fils des pauvres Camerounais subissent donc le diktat d'une très mauvaise organisation sociale de ce que nous voyons avec notre gouvernement. Parfait, ici, le gouvernement a échoué parce que le gouvernement n'a pas tenu compte des cris de détresse des enseignants qui se sont regroupés dans l'OTS. Parfait, ici, c'est avec l'OTS qu'il n'y a pas eu cours toute l'année. Ces enfants n'ont jamais fréquenté. L'OTS a étranger. Vous pensez qu'il faut dire la vérité? C'est de ça que moi je dis la vérité au ministre de l'enseignement secondaire, que madame le ministre, vous avez lamentablement échoué. Parce que vous n'avez pas tenu compte de ces semaines de grève des enseignants qui revendiquaient leurs droits, qui revendiquaient leurs dû. Et comme disait le professeur tout à l'heure, quel est même cet enseignant sans salaire là qui va bien enseigner? Il aura quelle conscience professionnelle quand lui ne mange pas et quand les ministres mangent bien chez eux et que leurs enfants fréquentent à Londres. Donc, le gouvernement n'a pas donné la chance à nos enfants de fréquenter cette année. Moi, j'aurais même pensé que c'est cette année que le ministre devait tenir compte de la délibération pour qu'on donne un coup de pouce à ces enfants qui n'ont pas eu l'opportunité de bien assimiler les cours parce que au courant de l'année, les enseignants étaient régulièrement en grève. Parfait, ici, quand vous voyez les collèges, les établissements qui sont arrivés en tête, Jean Tari, Ouais. vous êtes passé par Jean Tari. Je suis fièrement un ancien produit du collège Voilà, Tabi. je comprends pourquoi vous êtes bon. Alors, Jean Tari a fait du 100%. Pourquoi Jean Tari fait du 100%? Vous croyez que c'est l'enfant de tout le monde qui est à Jean Tari? Pas du tout. Bon, le collège de la retraite, où moi je suis passé avec le franquiste, avec Franck Billard. Ah, c'est ton ancien camarade? Oui. Ah, d'accord. Tout à fait. Mais il peut te reconnaître à la télé. Non, j'espère bien que quand les franquistes vont encore avoir une assemblée, ils vont m'appeler. Hein. Alors, le collège de la retraite est dans les 97%. Le collège Vogt. Le collège Vogt est dans les 99%, puisqu'il y a un seul élève qui a échoué au collège Vogt. Sur, je ne sais pas, 300 combien. Donc, je vous ai cité Jean Tabi, collège de la retraite, collège Vogt. Il y a les autres là, les Jésus-Marie, les Saint-Benoît, etc., Fleming, Victor Hugo, Rentiste, Dodza et consorts. Je vous dis d'abord que ce n'est pas les enfants des cacaoculteurs qui vont là-bas, même si le kilo de cacao est devenu à 6200. Donc, là-bas, c'est les enfants des bourses. Et là-bas, quand les ETS grevaient, Ils allaient au cours. là-bas, les gens fréquentaient.
Parce que, et nous l'avons dit sur ce plateau. évidemment, moi-même j'ai été à une émission ici où nous avons dit que, attention, c'est les enfants de pauvres que vous êtes en train de pénaliser. Et on a donc pénalisé les enfants de pauvres qui n'ont pas eu une année scolaire normale, régulière, où les cours n'ont pas été tous dispensés comme cela se devait. Et puis un beau matin, madame le ministre, dans son zèle, et puis dit, eh ben, il y aura pas de libération, c'est 10 sur 20, et puis on s'arrête là. Enfin, je vous dis que ce n'est pas bien. Vous commencez à nous inquiéter comme ça sérieusement dans ce pays.